Monsieur le Président du Parlement européen, bonjour. Nous sommes le 7 décembre 2020, nous sommes engagés à vous revenir le 7 janvier 2021. Au Canada, nous sommes le 7 janvier 2021, il est à peu près 9h30 du matin. 9h30 du matin dans le sud de l'Ontario. Dans le sud de l'Ontario. Notre objectif, en nous adressant à vous une nouvelle fois, c'est de faire un bilan rapide sur ce qui s'est passé durant ce mois. Et surtout, notre objectif fondamental est d'arrêter cette guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger que nous allons redétailler ici, qui se produit dans cette région-là. Hein, c'est une carte de l'armée américaine déclassifiée en février 2020. Donc nous allons revenir. C'est notre objectif, c'est d'arrêter cette guerre entre le Mali, le Niger et l'Algérie. Une guerre multilatérale. Et cette guerre multilatérale ne s'arrêtera en aucun cas si la dimension amazigh de l'Algérie n'est pas recouvrée dans son intégralité. Et l'intégralité de l'amazigité de l'Algérie, du Mali, du Niger en partie, du Maroc et de la Tunisie, de la Libye, ne pourront se faire, et nous parlons uniquement pour l'Algérie, qu'avec un minimum, un hymne national bilingue, en tamazight et en arabe dans le cas de l'Algérie. Monsieur le Président, c'est dans moins de 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire en avril 2021, se seront écoulées 7 années depuis que nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Suggestion que nous avons lancée en avril 2014. 2014 au président de l'Algérie de l'époque. Je trouve qu'actuellement, nos compatriotes d'Algérie et même des autres pays africains sont plus à l'aise de parler des problèmes des autres que des solutions à leurs problèmes. Monsieur le Président, comme tous les voisins, qu'il s'agisse de familles dans les villages, qu'il s'agisse de pays dans une même région géographique, qu'il s'agisse de groupements de puissances dans des espaces géographiques assez éloignés, il y a des traditions. Entre l'Algérie et l'Italie, probablement qu'il y a les traditions sociales des villages du sud de l'Italie et du nord de l'Algérie, par exemple. Et il y a une tradition, par exemple, même si nous sommes écœurés par la donner comme exemple, et c'est une vérité, il y a la tradition de l'omerta. En Italie se pratique l'omerta, en Algérie se pratique l'omerta. Pour nous, ce ne sont pas de ces traditions que nous voudrions vous parler. Parlons des traditions plus simples. Bien sûr. Nous vous rappelons que nous sommes toujours disposés à nous adresser à l'Assemblée européenne pour confirmer que l'Algérie viole les droits de l'homme. Et nous sommes disposés à rencontrer le président de la France, Emmanuel Macron, pour des discussions afin de débloquer la situation entre l'Algérie et la France, entre la France et l'Afrique du Nord, que nous allons reprendre dans certains détails par la suite. Et en lui disant qu'il y a des possibilités pour des relations étroites qui seraient bénéfiques pour les uns et les autres. À défaut, cette guerre entre l'Algérie, le Mali et le Niger va déboucher sur un désastre en France et en Europe. Donc, monsieur le président du Parlement européen, dans notre adresse précédente à vous, nous avons dit que l'Union monétaire économique, l'UMOA, économique ouest-africaine, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont des organisations terroristes.
Nous avons probablement oublié de citer l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, dont le siège est au Bénin. Cette organisation, l'Union monétaire ouest-africaine, est une organisation fasciste. Elle est proportionnellement polpotiste. Nous avons qualifié les politiques monétaires de l'Algérie de suicidaires, de fascistes, de criminels, de nazis. Et nous ne trouvons pas d'autres mots. Et nous allons le démontrer encore une autre fois, rapidement. Mais celle de la politique monétaire pratiquée dans les pays de la zone franc CFA relève d'un cataclysme, d'un déluge. Nous avons suggéré, c'est pour cette raison que nous avons suggéré d'intégrer le fiducide dans le statut de Rome concernant la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, donc, nous allons essayer de parler d'un aspect tradition, la solidarité, la famille, l'entraide à une échelle très réduite, individuelle. À peine avions-nous entamé nos études en Algérie, à l'école primaire, première année, que nous avons quitté l'école. À peine l'avions-nous entamé. Nous avons quitté l'école. Nous nous sommes retrouvés bergers. Bergers avec, le souvenir est très clair, avec une petite chèvre qui nous a été offerte par notre grand-mère maternelle, Yaya Douda. Un souvenir flou sur un mouton, quelque chose comme ça, un mouton, une petite brebis. Souvenir flou, nous ne savons pas. Si la chèvre nous appartenait, les autres ovins, c'est ça. Moutons, brebis, nous ignorons s'ils étaient notre propriété. Donc nous étions bergers, nous étions heureux. Heureux comme un enfant qui n'allait pas à l'école. Nous avons passé quelque temps à Taouza. Taouza, c'est le nom, c'est le nom du petit village dans lequel nous résidions à l'époque. Donc, en plus de Yaya Douda ça veut dire grand-mère maternelle, qui nous a offert cette chef, il y avait une autre femme, que par respect nous appelons Gida Taous. Gida Taous, de temps en temps, elle nous prenait par la main, elle nous offrait à manger, nous offrait en cachette des sucreries, des bonbons, des gâteries. Gida Taous. Quelques temps après, un cousin paternel, du côté paternel, Ded Ahmed, hyper respecté, très respecté, imam du village, nous a remis à l'école. À cause ou grâce à lui. À cause ou grâce à lui. Nous avons vécu des moments de sévérité, de contrôle inoubliables. Nous nous sommes retrouvés sous le contrôle, le suivi strict de son fils Dahman, qui était à l'époque au collège. Il y avait une différence d'âge entre nous. Qui était à l'époque au collège. Donc c'est Dahman, plus connu dans le milieu professionnel et politique en Algérie, sous le nom de Dr Abdelrahman Aïssat. Donc pour nous refaire rattraper notre retard scolaire, c'était la dictature chez lui. Donc nous étions obligés de réviser le calcul, le français, l'arabe, à faire des exercices en plus.
Il nous faisait travailler comme trois. C'était la souffrance. Pendant que nos camarades jouaient au ballon, nous étions là à côté de lui, dans sa chambre, dans leur maison, avec ses frères, avec ses autres frères, bien sûr, à réviser. C'était l'enfer. Avec Dahman. Quelques années après, toujours avec Dahman, docteur Abdelrahman Aïssa, nous sommes passés au collège. Il nous faisait, on était, quand il faisait 40 degrés à l'ombre, 47 degrés à l'ombre, à Bougelil. Nous aimions jouer comme tous les camarades, jouer au ballon, même s'il fait 55 degrés. Jouer au ballon et à d'autres jeux sociaux. La capoeira par exemple, le toqal. Jouer à camousse avec un couteau sur les figues de barbarie. Ça. Maintenant, avec lui, non, c'était la lecture. Chaque fois qu'il nous donnait un livre, nous trouvions des excuses pour dire que le livre ne nous plaisait pas, qu'il était fait pour les enfants, et tout ça, c'est pour le fuir, pour l'énerver, pour qu'il nous ordonne de sortir de la chambre, et ce serait la libération. Nous allions jouer au ballon. Rien à faire avec lui. Jusqu'au jour où il nous a donné un premier livre. Donc, nous avions à l'époque 13 ans, 14 ans. Il nous a donné le livre Khalil Chessman, cellule 2455, couloir de la mort, erreur judiciaire ou châtiment mérité. Depuis ce jour, nous aimions lire. Même si nous lisons peu, mais nous aimons la lecture. Ça, c'est avec Dahman. Dahman est notre frère de lait. C'est notre mère qui lui a donné le sein. Voilà, ça c'est avec Dahman. La dernière discussion que nous avons eue en présence d'un témoin, a été avec la dernière discussion que nous avons eue avec Hussein Ahmed. Elle a été brève, voire même sèche, mais elle était pleine d'affection. Il nous a suggéré, il nous a même demandé d'agir d'une certaine façon. Nous nous sommes engagés auprès de lui à le faire en lui répondant carrément comme ça. Oui, je le sais. Donc c'est la dernière discussion que nous avons eue avec Hussein Ahmed. Il y avait un seul témoin et ce témoin ne pouvait absolument rien dire. Il est incapable de placer un mot devant Hussein Ahmed. Donc, pour ces deux personnes, Abdelrahman Aïssa Dahman et Hussein Ahmed, nous connaissons une plume immense qui pourra se rapprocher des personnes concernées pour écrire, à sa façon bien sûr, libre à elle d'écrire comme elle le veut, mais d'une écriture riche les détails, certains détails. Voilà monsieur David Sassoli pour cette introduction rapide sur la société, sur certaines traditions de solidarité, d'entraide, etc. Monsieur David Sassoli, en 1963, Hussein Ahmed a déclenché une rébellion pour la démocratie et les droits de l'homme. À Alger, un accord a été trouvé avec le président de l'époque, Ahmed Ben Bella. Une ouverture démocratique, un multipartisme politique. Mais il y avait une deuxième partie de la solution qui s'est réalisée où, à votre avis? À Bamako. C'est Modibo Keïta qui a fait rencontrer le président algérien de l'époque, M. Ahmed Ben Bella.
et le roi Hassan II du Maroc. Ça, c'est le deuxième volet de la solution. Donc, si l'Algérie est la mère des libérations de toute l'Afrique, le Mali a été une base, un propulseur d'une renaissance de la paix entre, de la renaissance de la paix entre l'Algérie et le Maroc. Malheureusement, maintenant, donc les patries de Hussein Ahmed et la patrie de Modibo Keïta se retrouvent en guerre. Hussein Ahmed avait suggéré la création de la Tunisie, des États fédérés ou un État fédéral en Afrique du Nord. Modibo Keïta avait suggéré, dans son intelligence à lui, dans les conjonctures de l'époque, la création du Grand Sénégal français. Regardez. Ah, pardon, le Grand Soudan français. Ces pays, le Mali et l'Algérie, se retrouvent dans un pétrin. Le Soudan se retrouve dans un désastre humanitaire. Voilà pour ces introductions, monsieur le Président du Parlement européen. Nous aurions aimé aborder la problématique de la guerre et la solution à la guerre entre le Mali et le Niger et certaines guerres africaines sous un autre angle, hein, un angle, par exemple, de gouvernement mondial très cher à Emmanuel Kant, le philosophe allemand Emmanuel Kant. Nous aurions aimé intégrer dedans ce qui est actuellement connu sous the Great Reset, la grande réinitialisation, initié par le WEF, FEM, le Forum économique mondial de Davos en Suisse, et nous aurions aimé l'aborder avec une autre variable. La variable, c'est quand la Fed, hein, la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique, décidera de nettoyer son estomac, c'est-à-dire de nettoyer ses bilans de tous les produits toxiques qu'elle a accumulés depuis la crise de 2008-2009, hein, qui a commencé en 2008, qui s'est exacerbée en 2009. Nous aurions aimé l'aborder sous cet angle, et tout ce qui se tourne, du moins, et un peu ce qui se tourne autour du Bitcoin. Disons, pour ça, ça demande un travail plus fourni, c'est un travail peut-être plus académique, plus universitaire, et qui ne peut pas s'insérer dans l'information ambiante. Bien sûr, dans l'information ambiante, il y a une information qui est passée très vite à la trappe. La désinformation et la manipulation de la France par la France et la Russie dans le cadre de l'Algérie. Si nous avons abordé la manipulation de l'information par la France concernant l'Algérie, en vous la rappelant à vous et en nous adressant au président de la Commission de l'Union africaine à travers l'aide publique au développement et son utilisation par la France dans le cadre de la force multidimensionnelle intégrée au Mali. Maintenant, nous allons l'aborder avec des chiffres plus précis et d'un niveau supérieur. La manipulation de l'information. Et dans ce domaine de la manipulation de l'information, l'une des premières attaques virulentes qu'a subi l'Algérie venait justement de l'information, de la manipulation de l'information qui a été reliée par des petits primitifs, un journaliste à 2 balles en Algérie, concernant la démographie algérienne, qui a été un sujet qui a été alimenté par l'INED, l'Institut national des études démographiques français. C'est une action qui remonte à 2014-2015. Sur cet aspect, nous pensons avoir fait basculer le sujet. Donc, monsieur le Président du Parlement européen, nous allons vous lire une équation que nous allons abandonner immédiatement, bien sûr. Elle est ici, c'est cette équation que nous allons vous lire. Donc cette équation dit
Q strictement inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P. Q strictement inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P. Donc, voici ce que dit cette équation. Donc, d'un point de vue mathématique, vous donnez les valeurs que vous voulez, vous faites des tests avec cette équation, Q inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P. Vous donnez une valeur à Q, vous donnez une valeur à P, vous allez obtenir un résultat. Si le résultat vous satisfait, vous devez avoir les moyens de le réaliser. Si le résultat vous déplaît, l'équation est irréprochable. C'est à l'humain qui vous l'a proposé de faire des reproches. Maintenant, si le résultat qui vous déplaît, vous avez une autre solution. Vous allez détériorer toutes les options qui définissent cette équation pour jouer. Monsieur le Président, cette équation concerne 2 États. C'est l'équation des résultats de la crise des missiles d'octobre 62 à Cuba entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Un point de mathématiques, elle est très simple. Son formalisme mathématique est des plus simples. Ce qui manque à cette équation, monsieur, c'est l'équation, ça c'est, bon, Q inférieur à 3/8 de 1 moins P sur P, et l'équation des gains des uns et des autres, des gains des États-Unis d'Amérique et de l'URSS de l'époque. À l'époque, c'était Kennedy pour les États-Unis, et à l'époque, c'était Khrouchtchev pour la Russie. Donc, ça, c'est l'équation des gains pour les 2 États. À cette équation, il manquait une autre équation qui n'a pas été mentionnée dans ce livre, dans cet ouvrage. C'est l'équation de la victime. Cuba. De 62 à 2020, à 2021, l'humanité a gagné. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Parce que s'il y avait eu cette guerre, probablement, l'Europe et l'Afrique n'auraient plus existé. Donc, l'équation de Cuba, des gains de Cuba, est absente dans ce livre. Et pourtant, c'est Cuba qui a perdu le plus. De 62 à 2021, elle est sous blocus américain. Et actuellement, la Fédération de Russie n'est plus intéressée par du business à Cuba. Même si elle a gardé ses bases là-bas, même si les États-Unis ont gardé leur base, celle de Guantanamo, Cuba ne compte pour des prix. C'est l'équation de Cuba des gains de Cuba qui est absente. Maintenant, nous allons généraliser cette équation à toutes les puissances qui se battent autour de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Nous pouvons affirmer que l'Algérie se retrouvera dans la situation de Cuba. Tous les autres gagneront, sauf elle. Donc c'est pour cette raison que nous appelons nos compatriotes algériens à demeurer pacifiques, à maintenir l'état debout, même si les généraux algériens qui dirigent l'Algérie actuellement sont devenus des quilles et ils n'ont pas terminé de boire leur honte. Et dans ce sillage, nous le répétons, maintenant il y a un jeu de ping-pong entre le ministère des Finances et la Banque centrale et l'état-major. Toutes les violences qui naîtraient en Algérie auront pour source et cause la Banque centrale d'Algérie, le ministère des Finances et l'état-major de l'armée. Donc nous appelons nos compatriotes à demeurer pacifiques, à être solidaires des militaires algériens qui sont
qui sont au sud. Nous demandons à nos compatriotes d'Algérie de demeurer dans la résistance et la dignité. Bien sûr, en leur demandant de demeurer dans la résistance, dans la dignité, cela ne signifie pas qu'ils doivent rester inactifs. Ils doivent agir par des moyens de l'information, par de la recherche, de la coopération avec des Marocains, avec des Tunisiens, avec des Maliens, avec des Nigériens. Les Nigériens. Trouver des solidarités, les inventer. Et demeurer et les faire agir. Pour cela, nous allons les aider. Parce que nous allons profiter de l'occasion de notre adresse pour adresser, suggérer à toutes les nations qui subissent le fiducide, le cataclysme du franc CFA, de réagir pacifiquement. Et nous allons le démontrer, bien sûr. Monsieur David Sassoli, donc nous continuons. Avant d'aller, nous répétons notre objectif est d'arrêter la guerre entre le Mali, l'Algérie et le Niger. Et nous le répétons que cette guerre ne s'arrêtera jamais si la majorité de l'Algérie n'est pas recouvrée dans son intégralité. Et cette intégralité commence par un minimum, une hymne national bilingue. Donc nous allons faire un rapide topo, un très rapide, vraiment un survol de certains événements qui sont déroulés en Afrique du Nord. Nous commençons bien sûr par notre pays de naissance, notre patrie de naissance, l'Algérie. L'événement numéro 1, c'est la santé. À ce jour, aucune assurance sur la gratuité des soins n'a été, aucune déclaration officielle sur le maintien de la gratuité des soins pour les Algériens n'a été énoncée. À ce jour, alors que des Algériens qui ont les moyens bénéficient de soins à l'étranger. Donc, en plus du maintien de la subvention sur les produits alimentaires, en particulier le blé, une annonce officielle doit être proclamée sur le maintien de la gratuité des soins pour tous les résidents en Algérie. Nous le répétons, la gratuité des soins pour tous les résidents en Algérie. Un autre événement. Une entreprise nationale, l'ENIAM, entreprise nationale des industries électroniques et de l'électronique et de l'électroménager, à Tizi Ouzou, a connu des troubles, des mouvements de grève, des mouvements de manifestation, de la violence. La première recommandation que nous donnons à nos compatriotes de cette compagnie et toutes les compagnies nationales qui seront victimes de ce genre de manipulation, c'est de demeurer pacifique et d'être efficace dans les propositions. Nous allons revenir un peu plus en détail sur l'ENIAM, cette entreprise à Tizi Ouzou, parce qu'il s'agit de la Kabylie, et si la Kabylie est matée, ça veut dire que toutes les autres régions du pays seront matées, elles seront faciles à mater.
La Sonatrach, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, qu'il s'agisse de ceux du FMI ou de la Banque mondiale, a été minée de l'intérieur. Une information qui est passée sans trop de commentaires, hein, c'est la création d'une direction de la rationalisation au sein même de Sonatrach. Nous n'avons lu aucune information sur, mis à part la création de cette direction qui s'appelle comme par hasard, direction de la rationalisation. Rationalisation, c'est un terme de la Banque mondiale, du FMI, du Forum économique mondial, de la gouvernance, etc. Donc Sonatrach a été miné de l'intérieur. Bien sûr que Sonatrach, que toutes les entreprises nationales algériennes du secteur public doivent s'autocritiquer. Mais derrière la création de cette direction de la rationalisation se cachent deux monstruosités que nous avons apportées il y a longtemps, hein, en 2015, en 2017, en 2018. C'est la privatisation des autoroutes et le démantèlement de Naftal. Privatisation des autoroutes, démantèlement de Naftal, destruction de l'économie des villages qui disposent de stations d'essence, stations artisanales, ou plus ou moins modernisées. Elles seront démantelées. Donc c'est l'étouffement de villages à l'intérieur du pays. Il y a des villages qui ne vivent que de ça. Toute l'activité qui tourne autour des stations de distribution de carburant. Donc, c'est la privatisation des autoroutes et le démantèlement de Naftal parce que dans les calculs que nous avons faits il y a 3 ans ou 4 ans de cela, il y a une affaire de 8 milliards de dollars qui est en jeu. Ça, c'est Naftal. Sonatrach, Naftal et distribution de carburant. Et tout le lot de licenciements qui viendra avec. L'autre entreprise que nous connaissons assez bien, nous y avons travaillé, c'est l'augmentation des tarifs des chemins de fer, de la SNTF, la Société nationale des transports ferroviaires. Nous profitons, à l'époque où nous étions à la SNTF, nous étions salariés à la SNTF, nous connaissions celui qui allait devenir son directeur général par la suite. Nous ignorons s'il est toujours en place et on ne s'intéresse plus à ce genre d'informations. Nous tenons à saluer du fond du cœur, un homme intègre, honnête, générosité sans limite, d'une grande timidité comme nous. Yassine Ben Jabala. Yassine, nous avons eu l'occasion de discuter en tête-à-tête, dans le cadre professionnel. Mais c'est plus les tête-à-tête qui nous intéressent. Yassine, tout quoi. Notre respect, nous ne pouvons pas dire notre amitié parce que nous ne voyons pas tous les jours. Hein. Mais notre respect, notre considération vous sont acquises. Mais l'augmentation des tarifs des chemins de fer est une insulte au bon sens économique. Pour la simple et unique raison. Si un voyageur ne peut payer un billet à 10 dinars, 15 dinars ou 20 dinars, comment va-t-il réussir ou pouvoir le payer à 30 dinars? Mais derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une société, un joint venture, hein, une société de participation, comme ça, un joint venture. La nature exactement, nous ne connaissons pas sa nature juridique entre l'Algérie et la France. Parce que l'acquisition de certaines locomotives, certains trains, on dit trains, est le résultat d'un montage financier un peu bizarre.
Bien sûr, ils ont eu en concession l'exploitation de certaines lignes. Donc les Français, le partenaire français, on a certainement marre de ne pas transférer des devises qui ne sont pas contrôlées. Voilà, ça c'est pour la SNTF. Revenons maintenant à l'ENIAM, à l'entreprise nationale, c'est valable pour toutes les autres compagnies. Notre premier emploi en Algérie, c'était à la Sonipec, hein, la fabrication des chaussures et des vêtements en cuir. Donc, même s'il a été très court, hein, c'était avant le service militaire. La première obligation, il ne s'agit pas de gentillesse. La première obligation, elle s'adresse aux travailleurs de l'ENIAM. À proposer une réduction de leur salaire de l'ordre de 20 à 25%. Disons bien, réduire leur salaire de 20 à 25%. Et par palier de 5% ou de 3%, ça dépendra des négociations, de la force des négociations. Demandez la réduction d'une heure de travail. Au lieu de travailler 36 heures par semaine, vous allez travailler 35 heures par semaine. Si c'est 40 heures, vous allez passer à 39 heures. Si c'est 30 heures, vous allez passer à 29 heures. Donc, vous allez gagner en temps de repos. Vous allez payer votre temps de repos gagné par une réduction de vos salaires. La suppression pure et simple de l'inefficacité économique, de la gabegie économique qui est appelée en Algérie la paix sociale, qui sont dans ce qu'on appelle, ce qui est appelé les primes de rendement individuel et les primes de rendement collectif. La prime de rendement individuel est une prime raciste, ségrégationniste, parce qu'il est impossible de mesurer le rendement individuel d'une personne dans une compagnie, à moins que de fixer un taux en fonction du salaire de base. Si c'est en fonction du salaire de base, c'est toujours les plus hauts qui prendront plus. En contrepartie de la réduction des salaires et du gain d'une heure de repos par tranche de 3% ou de 5% de réduction de salaire, vous demanderez à entrer dans le capital social de l'ENIAM par exemple, ou de la SNTF, dans la mesure où c'est une société par action. Ainsi, vous serez solidaire dans le management, solidaire et responsable dans le management de l'entreprise. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, c'est d'imposer à l'État algérien, qui le gouvernement actuel a fait des ravages semblables ou identiques aux 3 ou 4 gouvernements qui se sont succédés depuis octobre 88. Les 3 ou 4 gouvernements venus après octobre 88 ont fait des dégâts irréversibles en Algérie. L'actuel gouvernement en a fait plus. Vous allez demander à ce gouvernement d'instaurer des barrières non tarifaires, ça, et des barrières tarifaires. Barrières non tarifaires, comme ça dans le cas de l'OMC, inventer quoi que ce soit, inventer des conditions liées à l'environnement. Hein? Du moins, pas inventer, elles existent. Et des barrières tarifaires, des taux douaniers prohibitifs. Allez, comme ça, vous allez mettre un terme à l'anarchie qui règne en Algérie dans le commerce de l'électroménager, qui a vu des fortunes colossales se construire et une fuite de capitaux sans nom. Voilà pour le... bien sûr, il est possible aux entreprises nationales de se former en nouvelles technologies, en nouvelles normes environnementales, telles que les normes LEED, hein, LEED, et de faire des efforts de commercialisation
des réductions, par des prix chocs, par... Ça, c'est du marketing. Au-delà de tout ça, nous allons parler du dinar. Même si elle est valable pour les travailleurs de l'ENIAM, des chemins de fer, de Sonatrach, de la Sonipec, toutes les entreprises du secteur productif. Alors, la surévaluation du dinar. Pour nous, nous le répétons, si nous avons le pouvoir de décider sur la valeur de la monnaie, nous allons la surévaluer et la remettre à son niveau, au minimum de septembre 88. La surévaluation du dinar. Pour ça, nous sommes prêts à discuter, à débattre avec n'importe quel homme politique algérien, n'importe quel économiste algérien, sur le pour et le contre de la surévaluation, d'évaluation du dinar. Nous allons surévaluer le dinar si nous avons la possibilité de le faire. Et nous allons mettre sous l'éteignoir la Banque centrale. Nous allons revenir sur ces histoires de Banque centrale maintenant. Nous sommes prêts à discuter avec n'importe quel homme politique, n'importe quel économiste, à condition qu'il prenne publiquement position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Voilà maintenant pour... Dernière information à être touchée, c'est le démantèlement des Algérie. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, la création d'une entreprise locale pour de transport aérien et l'ouverture du ciel aérien qui s'annonce. Et bien sûr, le transfert de risque de certains pays comme la France ou l'Allemagne vers l'Algérie, etc. Et bien sûr, pour la siphonner. Notre événement politique, c'est l'annonce des élections législatives, la tenue d'élections législatives. Nous espérons que nos compatriotes d'Algérie ne referont pas la même erreur 4 fois. Ils ont voté pour l'actuelle Assemblée qui a voté les lois les plus criminelles, les plus fascistes, les plus meurtrières, les plus assassines. La santé, Sonatrach, le chiffon de texte qui s'appelle la Constitution, etc. Ils ont voté toutes les lois les plus fascistes. Parce que cette Assemblée a voté, parce que les Algériens ont participé à l'élection, chose qu'il fallait faire, mais peut-être que leur choix était mauvais. Ça, c'est la première erreur. La participation, la façon de participer, la façon de choisir lors d'élections législatives précédentes. Ça, c'est le coût de l'abstention ou du boycott. Deuxième élection, présidentielle. Vous avez participé à l'élection présidentielle, les Algériens ont participé à l'élection présidentielle avec les chiffres qui sont ce qu'ils sont. Vous avez un président de la République qui n'est que là à souffrir du manque de légitimité. L'autre élection, le référendum exactement, c'est ce chiffon de texte imposé de l'étranger, des Français et des Américains en particulier, qui fait de notre pays, patrie, un dépotoir. Par cette loi, par ce chiffon de constitution, nous avons des envies de vomir quand on parle de ça. Voici les 3 erreurs, du moins, les 3 élections référendums qui ont causé la ruine de l'Algérie. Donc pour la prochaine élection législative, nous allons intervenir bien sûr dessus. Les Algériens doivent participer massivement et voter comme ils veulent. Ils n'ont qu'à tirer les enseignements de ce qui s'est passé avant, de leur choix précédent. Le boycott et l'abstention sont les solutions, sont les pires solutions. Alors, au niveau nord-africain, maintenant, la France a lancé officiellement la partition du Mali, sauf que nous avons commis une erreur.
Nous avons commis une erreur. Nous avons dit que le Mali sera partagé en une partie sud et une partie nord. Maintenant, il s'avère qu'il y a que le Mali sera partagé en trois zones. Trois zones. Il y a la partie de l'extrême sud du Mali, la frontière avec la région avec le Burkina Faso, qui risque de lui échapper. Mais la partition en deux, elle est certaine. Elle a été lancée par les Français, par un tour de passe-passe, du moins par un tour, par des pressions. La France a envoyé les dirigeants du Mali et la nation malienne à qui nous exprimons toute notre solidarité et affection, la nation malienne. Le nord du Mali, ça y est, il leur échappe. Et c'est là-bas où se déroule la guerre entre l'Algérie, le nord du Niger, le nord du Mali et le sud de l'Algérie. La guerre qui est là-bas est affreuse. En Tunisie, même avec son énorme légitimité, le président de la Tunisie est à genoux. Il ne peut absolument rien faire face aux décisions de son gouverneur de la Banque centrale. Il peut limoger tous les ministres qu'il veut. Si le président de la Tunisie ne prend pas le contrôle de la Banque centrale, toutes ces actions seront vouées à l'échec. Même chose pour le Maroc. En Tunisie, c'est la dévaluation qui est en jeu. Au Maroc, c'est la convertibilité qui est en jeu. En Tunisie, il y a eu des mouvements, des manifestations. Nous avons eu la chance de travailler sur la santé dans le cadre du FMI en Algérie, l'application des nouvelles décisions dans le domaine de la santé en Algérie. Mais pour le faire, nous nous sommes inspirés de la Tunisie. Et son ministre de l'époque, nous avons fait une intervention qui est visible. La Tunisie a eu la chance, l'immense chance d'avoir eu un ministre de la Santé de génie. Et nous le répétons, c'est un génie le monsieur. Et le monsieur Labidi, ce monsieur est un génie. Ils l'ont eu par un concept économique qui est très difficile à cerner. L'excès de demande. Ils l'ont eu. Il a introduit la tarification à l'acte alors qu'il avait l'intention de doter l'intérieur de la Tunisie d'hôpitaux, de proximité, etc. À l'époque, nous l'avons bien travaillé. Nous avons bien travaillé sur cette décision. Dommage. Mais tout ce qui se passe actuellement en Tunisie, il y a deux causes principales. Le cancer, c'est la Banque centrale tunisienne. Elle est aussi cancéreuse. Elle est cancéreuse et cancérigène à la fois. Elle-même est cancérigène. La Banque centrale de Tunisie, la Banque centrale d'Algérie et Banque el Maghreb, la Banque centrale du Maroc. C'est le même enjeu là-bas. Hein, c'est le même enjeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite en Tunisie? Du moins, en Afrique du Nord. L'établissement de relations par le Maroc avec Israël. C'est un sujet qui paraît peut-être tabou, mais que nous avons abordé en 2013, en 2015, etc. Maintenant, la visite du secrétaire d'État à la Défense des États-Unis d'Amérique, Mark Thomas Esper, commence à devenir plus clair. Quand il est venu en Tunisie, en Algérie et au Maroc, il avait demandé ça. La Tunisie a fourni un début de réponse. La normalisation avec Israël n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire qu'elle sera à l'ordre du jour. L'accueil qui a été réservé par l'État algérien à Mark Thomas Esper montre qu'ils ne voient aucun inconvénient. Mais ils ont peur de la réaction populaire. Pour nous, il n'y a aucun tabou sur ça. Hein, faire des relations avec Israël ou avec la Corée du Nord, ou l'Iran, il n'y a aucun tabou. Hein. Ça se discute, ça s'argumente.
La partie de l'énigme qui reste à être révélée du voyage du secrétaire d'État à la Défense des États-Unis d'Amérique en Algérie, reste ça, le déclencheur de cette visite. Le déclencheur de cette visite. Donc, avant d'aller maintenant sur la guerre, de notre objectif d'arrêter cette guerre entre le Mali, le Niger et l'Algérie, nous allons aborder des chiffres, nous allons aborder surtout les situations de taux de change que nous avons promis à des relations à nous d'être assez simples dans l'explication et pour trouver des analogies humaines. Même pour nous, il nous est difficile. De temps en temps, nous pédalons, nous pataugeons quand nous commençons à faire des calculs avec les taux de change au certain, à l'incertain, quand on fait intervenir ce soir cette salade de pareil de pouvoir d'achat, qu'elle soit absolue, relative, etc. Tout ça. Il nous arrive de nous tromper dans les calculs. Il nous arrive de nous perdre et d'arrêter carrément et de refaire. Voici, ce sont les populations des pays de la zone CFA. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Plus bas, nous avons les PNB, les produits nationaux bruts de ces pays de 2011 à 2019. De 2011 à 2019. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Donc, quand on fait l'addition, tout ça, bon, les chiffres statiques sont de la Banque mondiale. Tous les calculs sont les nôtres. La population des pays de la zone CFA est de 127 107 471 personnes. Il y a 127 107 471 personnes humaines qui vivent dans cette région, dans les pays de la zone CFA. Pour les PNB, les produits nationaux bruts, et là, ça commence la manipulation de l'information et la désinformation. Ce ne sont pas les PIB, les produits intérieurs bruts, mais ce sont les PNB qui sont donnés par la Banque mondiale. Nous avons demandé à l'État algérien de nous communiquer comment se calcule le PIB, l'équation du PIB, et qui le calcule. Nous n'avons pas notre demande est demeurée sans réponse jusqu'à ce jour. Donc le PNB en 2019, de ces 127 107 471 personnes est de 151 milliards 550 577 713 dollars US courants, c'est-à-dire de ce jour-là. Donc, nous répétons. En 2019, le PNB des pays de la zone CFA s'élève à 151 milliards 550 577 713 dollars US pour une population de 127 107 471. Donc, le revenu national brut par personne de RNB par capita en 2019 pour les pays de la zone CFA s'élève à 1192 dollars par personne et par année. Pour toute l'année. Chaque citoyen, chaque humain de cette zone CFA est supposé avoir produit 1192 dollars, ce qui correspond à 3,27 dollars par jour. Donc, toutes les populations de la zone CFA pour l'année 2019 ont gagné 3,27 dollars par jour. Bizarre. Nous
nous ne disons absolument rien sur la qualité, sur la source des données. Mais c'est juste une coïncidence. 3,27 $ par jour, qui correspond à la limite supérieure du seuil de pauvreté défini par le FMI. C'est un peu bizarre. C'est une coïncidence. Nous ne disons absolument rien sur la qualité de données. Donc, chaque humain de la zone CFA est supposé avoir gagné 3,27 $ par jour. Voilà. Maintenant, voici les dettes extérieures de ces pays. Ah, pardon. Voici les dettes de ces pays, comme par hasard, dettes données de la Banque mondiale. De 2011 jusqu'à 2018, les données ne sont pas disponibles. Il n'existe aucune donnée. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, ils sont endettés ou pas? D'après ces chiffres, nous ne pouvons absolument rien dire. Par contre, en 2019, le Bénin, par exemple, a 2 962 934 594 $. Le Sénégal a 11 milliards de dollars de dette, 11 milliards 723 millions de dollars de dette. Et la Côte d'Ivoire a 15 milliards 717 milliards. Et voici. Donc voici les chiffres. Donc, correspondant, donc la dette par dollar US, la dette en dollars US par personne en 2019 est de 310 $ par personne. Alors que la personne, chaque citoyen, chaque humain de cette zone est censé avoir gagné 1100 $ par année. En gagnant 1100 $ par année, est-ce qu'il peut payer 310 $ de dette par année pour cette année? Non, le problème, c'est l'indicateur de mesure, l'un des indicateurs de mesure de la dette et son ratio par rapport au PIB ou au PNB. Le ratio le plus élevé est celui du Sénégal, 49,36, sachant que c'est le Sénégal qui a créé l'UEMOA, de 49,36. La Côte d'Ivoire est de 26,65%. Pour l'ensemble de la zone CFA, le ratio de la dette est de 26%. Mais, monsieur le président de l'Assemblée du Parlement européen, nous avons dit que la dernière fois que ces pays sont classés par l'UFMI comme heavily indebted and poor countries, les pays pauvres très endettés. Alors que très endetté est différent de heavily indebted, lourdement endetté. Si on compare ces taux, ces ratios de la dette par rapport au PIB, ces pays sont merveilleux parce que le ratio de la dette par rapport au PIB de la France est de 123%. Donc, il y a une manipulation, une désinformation ici. Information. Selon cette désinformation, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous pensons qu'il s'agit de dettes d'État contractées auprès d'investisseurs privés. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas eu sur les marchés primaires, ça il est hors de question, parce qu'ils sont classés comme pays pauvres, moins avancés. Ils ne l'ont pas eu sur le marché primaire, ni sur le marché secondaire. Donc ils ont été voir chez les investisseurs privés, c'est-à-dire les vautours de la finance. Et c'est-à-dire que les taux d'intérêt dans ce domaine
sont prohibitifs. Nous ignorons. C'est pour cette raison que nous avons demandé au FMI de révéler certaines clauses, certaines informations, ils refusent. Maintenant, pour pouvoir s'endetter aussi lourdement sur les marchés des hedge funds, on appelle ça le marché des hedge funds, les fonds spéculatifs, ou bien les fonds vautours. Ces États doivent gager quelque chose. C'est-à-dire, ils doivent miser quelque chose. Hein. En anglais, c'est to hedge. Hedge funds, the hedge funds, c'est des fonds spéculatifs. Hein. C'est-à-dire, tu dois miser quelque chose. C'est comme un poker. Ont-ils gagé leurs ressources naturelles? Ou ont-ils obtenu des contrats sur les... Ont-ils acheté les ressources naturelles non encore découvertes? Les terres rares and co. Maintenant, nous allons manipuler le taux d'intérêt et le taux. Nous allons manipuler plutôt le taux de change. Le taux de change, et nous avons promis à des amis de Vienne et d'Amsterdam qui sont loin de ces histoires de taux de change, etc. Bon, ils entendent parler, comme dans les cafés populaires, dans des discussions ordinaires, mais nous allons essayer de les manipuler pour leur donner un sens, pour qu'ils soient compréhensibles. Mais pour nous, nous avons une difficulté à les cerner. Hein. Donc, le 31/12/2020, le 31 décembre, sur les marchés financiers internationaux, nous avons pris un échantillon. Donc, quand nous parlons de dollars, il s'agit du dollar US. Il ne s'agit pas du dollar australien ou canadien. Mais quand il s'agit de l'euro, nous parlons de l'euro allemand. Pourquoi l'euro allemand? Parce qu'en Allemagne, la monnaie est protégée par la Constitution, et comme vous nous l'avons dit la dernière fois, M. David Sassoli, c'est l'Allemagne le moteur de l'Europe par ses exports, par sa balance commerciale. Donc, il est hors de question pour nous de parler d'euro français. Donc, le 31/12/2020, 1 euro est égal à 162,367 dinars algériens. Nous allons simplifier. Donc, 1 euro égale 162 dinars algériens. Sur les marchés internationaux, bien sûr. Hein. Pas c'est le marché noir. En euros, quand on fait la conversion, en euros, un dinar de Z égale 0,006158889. Monsieur David Sassoli, ça donne des vertiges quand on commence à manipuler ce genre de chiffres. Que signifie un dinar algérien vaut 0,0615889? Ça, nous profitons de l'occasion pour le dire à nos amis qui nous voient, Vienne à Amsterdam. Vous prenez 615 889 euros, vous prenez 615 889 euros allemands. Vous les divisez par 100 millions d'Européens qui utilisent cette monnaie. Nous le répétons, ça donne des vertiges. Un dinar algérien, on parle du dinar algérien en euros, c'est-à-dire on parle de la cotation au certain du dinar. Vous prenez 615 889 euros, 616 000 euros. Vous les divisez, non pas par 100, non pas par 100 000, vous les divisez sur 100 millions d'Européens qui utilisent cette monnaie. Quand vous aurez terminé cette division, vous prenez un Européen, ce qu'il a dans sa poche,
vous le mettez en face d'un Algérien, s'il échangeait un dinar contre ce que cet Européen a en euros, c'est la même chose. Ça, c'est en passant à une autre chose nominale. Donc, vous prenez 615 889 euros que vous divisez par 100 millions. Est-ce que vous imaginez là, un dinar égale 615 889 divisé par 100 millions. En dollars, 1 dollar US égale 132 dinars,176. Là. Et voici. Donc, en dollars US, un dinar algérien égale 0,0756567. C'est-à-dire, vous prenez 756 567 dollars, vous le divisez par 100 millions d'Américains. Et quand vous aurez fait cette division, vous prenez ce qu'a un Américain dans sa poche et vous demandez à un Algérien qui a un dinar dans sa poche de faire un échange. C'est la même chose. Maintenant, nous allons essayer de rendre plus clair ces petits calculs. Nous avons dit que 1 euro vaut, on va simplifier maintenant, vaut 162 dinars. Les personnes qui ont des difficultés avec les euros, les dinars, les Deutschmark ou les autres monnaies, là, simple, c'est des comparaisons de deux objets. On va dire de même nature. Une monnaie étrangère par là, une monnaie algérienne par là. Nous avons deux monnaies. Donc, on va calculer, on va dire que remplace la monnaie par une vie. Donc, si on remplace une monnaie par une vie, donc si 1 euro égale 162 dinars, la vie d'un Européen égale 162 vies algériennes, par exemple. La vie d'un Européen égale 655 vies de la zone CFA, du Sénégal, du Bénin, du Niger, du Mali. Ça, c'est la vie. Ce que vous imaginez, on change. Ce sont des unités. Ce sont les mêmes unités, c'est la même nature d'unité de mesure. Ce sont des noms différents, c'est tout. En plus simple maintenant. Une heure de repos en euros doit équivaloir à 162 heures de repos. Une heure de repos en Europe, dans la zone euro, doit être l'équivalente de 162 heures de repos en Europe. Maintenant, nous avons parlé en entrée des cas des entreprises algériennes. Change du travail. Hop. Et si on parlait du travail maintenant? Donc, une heure de travail dans la zone euro est égale à 162 heures de travail en Algérie. Elle est égale à 655 heures de travail dans la zone CFA. C'est pour cette raison que l'UMOA, l'UMOA, la CEDEAO sont des organisations terroristes. Maintenant, avec cette approche des chiffres, translation d'unité de mesure, on change complètement d'unité de mesure, mais les unités de mesure sont de même nature. Le repos par là, le repos par là, le repos en Europe, le repos en Algérie, par exemple, ou au Maroc.
en Algérie. Nous n'avons pas. Le repos aux États-Unis et le repos en Algérie. Mais le travail en Algérie et le travail aux États-Unis. C'est là où les Algériens et les habitants de ceux qui souffrent du franc CFA, à qui ils veulent changer de nom. Hein. Le président de la France veut lui changer de nom parce qu'il sait qu'il est en train de prendre un crime, un fiducide monétaire. Hein. Ils veulent lui changer de nom, ils transformer en écho. Appelez-le un ja. Quand c'est une arme de destruction massive, c'est une arme de destruction massive. Donc, c'est là où le travail implique. Donc, pour rendre leur monnaie plus forte, plus solide, les pays de la zone CFA ou de l'Algérie ont deux solutions. La première solution, c'est la plus simple. S'interdire de mesurer avec le dollar. Alors, on ne mesure plus. Hein. Quand on ne mesure pas, on ne connaît pas. Ou bien, augmenter leur production. En augmentant leur production, ils doivent augmenter leur temps de repos. Une heure de repos en Algérie, aux États-Unis, vaut 162 heures de repos en Algérie. Ah, donc en augmentant leur production, les Algériens vont baisser l'équivalent heure de repos. Hein. Et c'est là où il y a. Et il y a une troisième solution. Bon, nous avons parlé de deux solutions, mais réellement, il y a trois, il y a d'autres. Il y a une quatrième solution, ne plus avoir de monnaie. C'est une solution. Donc, s'interdire de mesurer, augmenter la production, surévaluer le dinar. Surévaluer. Parce que c'est la solution de facilité. Surévaluer ou dévaluer le dinar, mais c'est une solution de facilité. Hein? La surévaluation du dinar, c'est pour contrer les marches. Nous avons dit, nous allons surévaluer. Mais à l'intérieur de l'Algérie, les Algériens doivent faire une révolution dans le comportement productif. C'est-à-dire qu'ils doivent arrêter d'appeler le massacre économique, la gabegie économique, l'inefficacité économique, la paix sociale. La paix sociale ne doit pas se payer par de l'inefficacité ou de fainéantisme. Payer des gens à ne rien foutre. Non, ça. Non, nous allons, avant d'aller vers la guerre, nous avons tardé, un peu long, mais c'était un passage obligé. Nous avons pris un regard légèrement détaillé sur le Bénin et un autre regard sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons faire toucher du doigt qu'est-ce que c'est que... Quand on vous dit un taux de croissance de 3,5%, de 4%, de 15%, ou une récession, un taux de décroissance économique de moins 5%, de moins 6%, c'est ce qui est annoncé pour l'Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que cela signifie concrètement? Ici, vous avez l'équivalent, c'est pas l'équivalent, c'est 20 cents canadiens. 20 cents, hein, c'est-à-dire 20 centièmes d'un dollar canadien. Ce sont ces deux petites pièces de rien du tout. Hein. Nous allons vous expliquer que c'est énorme. Quand on met ces deux petites pièces, elles ne sont pas minables. Il ne faut jamais dire d'une pièce de monnaie qu'elle est minable. Au Canada, elles existent. 10 sous. Ça, c'est 10 cents, 10 sous. Mais en Algérie, il n'y a plus ça. On veut dire que c'est l'économie. C'est énorme. Ça dépend uniquement de la perspective. Prenons tous les calculs sont les nôtres. Donc, nous assumons l'intégralité
des chiffres. S'il y a des erreurs, ils n'ont qu'à le Parlement européen, hein, les banques centrales, toutes les organisations internationales interétatiques qui sont terroristes en Afrique, là, elles n'ont qu'à nous attaquer. Le Bénin a connu une baisse de une baisse de 4,64% de son PNB par rapport à celui de 2014. Ça, c'est en 2015. Il a perdu 4,64%. En 2016, il a perdu 2,8%. 2,88%, c'est à peu près 2,9%, comme ça. Bon, l'approximation, elle est volontaire, mais c'est pas grave. Avec les mêmes PNB, le Bénin en 2015 a fait un revenu par personne et par jour de 3,23. Avec une baisse de 4,6% de son PNB, le Béninois a fait 3,23 dollars par jour. En 2016, son PNB a connu une baisse de moins 2%, 2,9%. Et avec ces chiffres, le Béninois a fait 3,05 dollars par jour. La différence est de 18 cents. Ça, 23 moins 3,05 égale 18 cents. C'est-à-dire moins que ces deux pièces. Moins que ces deux pièces. C'est-à-dire, alors qu'en termes de PIB, de PNB, il a perdu 606 millions de dollars, j'arrondis à peu près, hein, j'arrondis, je ne lis pas les milliers et les unités, les centaines, etc. Hein. Il a perdu 606 millions de dollars en 2015 et il a perdu 358 millions de dollars en 2016. C'est-à-dire, en tout et pour tout, il a perdu 965 millions de dollars sur 2 années. 965 millions de dollars en 2 années qui lui ont fait perdre 18 cents par jour et par personne. En 2017, le Bénin a connu une croissance de 0,82%. Il a connu une baisse de... il a connu une croissance de 0,82%. Il a gagné, quand on fait la différence des PNB qu'ils ont là, il a gagné 99 millions 300 de dollars. Ça, c'est en 2017. Il a gagné 99 millions de dollars. C'est-à-dire, il a gagné 10% de ce qu'il a perdu. Donc, quand nous disons une récession de moins 4%, de moins 2%, combien d'années faudra-t-il au pays, en supposant que c'est l'Algérie, combien d'années faudra-t-il avec une croissance de 1% pour récupérer ce qu'il a déjà perdu en 2 années? Donc c'est comme ça que vous voyez que quand on vous parle de centièmes, de dollars ou d'euros, c'est énorme. Ça c'est pour maintenant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. La plus basse croissance, le plus faible taux de croissance de 2011 à 2019 est de 8%. 8%, même la Chine ne réalise pas ces taux. La Corée du Sud ne réalise pas ces taux et les États-Unis d'Amérique ne réalisent pas ces taux. Le plus fort taux de croissance a été en 2015.
17,52%. Ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Du moins, ce sont des calculs que nous avons faits à partir des chiffres de la Banque mondiale. C'est de la folie. C'est là où on fait le lien avec avec le Big Push qui a été publié par l'Union africaine et qui a été réalisé le Big Push pour l'Afrique 2063. Un travail fait par une université américaine, c'est l'université de Denver, Colorado. Colorado, à travers une école, un département de l'université de Denver, qui porte le nom du père de Madeleine Albright. Nous avons maintenant terminé avec la manipulation de certains chiffres. Si, bien sûr, rapidement, un mot sur les populations, ce sont les populations des pays de la zone franc CFA. Il n'y a pas de phénomène d'explosion, c'est linéaire. La croissance est certes soutenue, mais il n'y a pas de choc. On ne voit pas de choc démographique, c'est linéaire. Donc la qualité de données est suspecte. Par contre, les PNB, voici celui-là, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Voici le reste. Ceux qui sont en bas, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les inégalités qui explosent. Et quand les inégalités explosent, qu'est-ce qui se voit? Les conflits, la guerre hybride et les mouvements migratoires. C'est ce qui attend l'Algérie. Et l'Algérie, les Algériens, dans leur dignité, même ça sera affreux, doivent aider leurs compatriotes africains, doivent partager avec eux. Ils doivent. Parce que nous allons parler de la guerre qui se déroule actuellement, et vous allez voir l'intérêt de la France pour l'exacerber. Nous sommes obligés d'arrêter, nous sommes le 7 janvier. Pour parler de la guerre, nous préférons le faire après, nous allons le faire après, nous allons souffler un petit peu, nous allons parler d'une manière plus concentrée sur la guerre entre l'Algérie et le Mali et le Niger, comment l'arrêter. Et cette guerre ne s'arrêtera pas sans la dimension identitaire et anthropologique des peuples de la région.